On va commencer avec le premier thème, développement durable et RSE. Et donc, pour en parler, je vous propose d'accueillir Jacques Bourget à mes côtés, le DG de Cavac. Bruno Léger également, DG du groupe Liebo. Morgane Ribaud, je vous en prie, asseyez-vous sur les fauteuils rouges. Morgane Ribaud, responsable RSE AVA. Morgane, oh ben pardon, vous êtes là. Allez-y, installez-vous. Et puis à la fin, sur chaque thématique, vous allez voir, on a en gros une vingtaine de minutes d'échange. Ensuite, nous aurons un autre témoin qui viendra conclure. En l'occurrence, tout à l'heure, ce sera Sylvie Bonello, qui est la déléguée générale de la Fondation MMA. Et à la fin de chaque partie, vous aurez droit à la parole, vous aurez vos questions. On fera circuler un micro au sein de la salle. En attendant, je vais m'installer avec vous. Je vais lancer le chrono. C'est ce que je disais en rigolant, j'ai le sale boulot, comme on dit, de toute la soirée, c'est-à-dire de gérer un petit peu cette table ronde. On va entrer directement dans le sujet avec vous, Morgane. AVA, fabricant de compléments alimentaires et de produits d'hygiène pour bébés. Alors, quelle est la vision de votre entreprise en matière d'écologie et de RSE? Et est-ce que vous allez pouvoir résumer votre feuille de route, justement? Bonjour à tous, vaste sujet effectivement. On a essayé de construire une feuille de route autour de 3 piliers, assez classiquement, mais le premier, on l'a construit autour de comment réussir à créer de la valeur économique. Nous, on est donc fabricants de produits de santé naturelle, et donc notre premier objectif, c'était comment on arrive à innover pour développer des produits sains pour l'homme et pour la nature. Notre deuxième ambition, c'était comment arriver à atteindre notre premier objectif en limitant notre impact sur la planète. On est assez humble et réaliste sur le fait que, par principe, on va produire des produits, on va mettre sur le marché des produits. Donc, dire ne pas avoir d'impact sur la planète, c'est utopique. Mais par contre, on a le vœu de vouloir limiter l'impact de tous nos process sur l'intégralité de notre chaîne de valeur, que ce soit de l'amont ou de l'aval. Et notre troisième pilier, c'est réussir à atteindre nos 2 premiers objectifs en réussissant à mobiliser l'intégralité de nos parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, pour faire de notre projet d'entreprise un projet commun. Et on est convaincu que c'est vraiment un triptyque, que s'il y a un des piliers qui est déstabilisé, on va avoir du mal à mener les 3 objectifs qu'on se donne. Donc vraiment, on essaye de mener de front, ou en tout cas de s'engager et de mettre toute notre énergie pour développer avec la même implication ces 3 piliers. C'est ambitieux. Alors, très concrètement, comment on arrive à avancer justement chacun de ces piliers de la même manière? On essaye de prioriser. Alors, on a une volonté chez AVA, c'est avec Émilie qui travaille dans mon équipe, c'est essayer de se dire, on ne veut pas construire une énorme équipe RSE. Nous, notre objectif, c'est aller évangéliser et surtout faire en sorte d'avoir dans chacun de nos collaborateurs, dans chacun des métiers du groupe, des personnes qui ont été sensibilisées et qui ont à cœur de faire du projet de l'entreprise un projet commun. Et donc, si on arrive à avoir des ambassadeurs et des porteurs du projet dans chacun des métiers, que ce soit auprès des acheteurs aussi, on est beaucoup en train de travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils là, plutôt réfléchissent à toute la stratégie, on va dire, de notre scope 3, chaîne de valeur, les achats et la fin de vie de nos produits. Et puis, on va avoir aussi un travail qu'on mène, en tout cas de sensibilisation, auprès de l'intégralité de nos métiers pour non pas uniquement toucher les personnes dans l'exercice de leur métier, mais plutôt essayer de les accompagner dans une transition globale de leur mode de vie. Vous avez parlé de petite équipe RSE, ça veut dire combien de personnes pour vous? On est 2, avec Émilie qui est... Petite équipe. Absolument. Oui. Et la deuxième personne est dans la salle. Vous avez l'air de bien le vivre, ça va. Ambassadeurs, vous avez lâché le mot, il a fallu les trouver et les convaincre, ces premiers ambassadeurs. On fait comment? Ah, ça, c'est un vaste sujet, c'est pas facile. On n'a pas encore réussi à trouver un ambassadeur clé dans chaque métier. On les a un peu identifiés parce on les connaît personnellement, et donc on va plus aller les solliciter parce qu'on sait qu'ils ont des appétences particulières. Mais aujourd'hui, on avait tenté il y a quelques années de créer un comité
d'ambassadeurs, donc de personnes qui étaient volontaires au sein du groupe pour porter ces sujets. On s'est rendu compte que si la mission d'ambassadeur n'était pas clairement définie, qu'on n'allouait pas vraiment un temps dédié dans leur feuille de route au sujet RSE, c'était toujours un sujet en second plan. Et donc difficile d'impliquer et de faire vivre ce groupe-là. Donc c'est des réflexions qu'on commence à avoir, de se dire dans quelle mesure on peut intégrer la mission d'ambassadeur comme un réel élément de la fiche de poste des collaborateurs et potentiellement l'intégrer via, si on pousse la réflexion loin, à un avenant pour que ce soit vraiment un rôle officiel et que ce soit valorisant pour le collaborateur d'être ambassadeur RSE et donc de faire vivre ce projet-là. Alors, ma dernière question avant de passer à nos autres témoins, c'est que vous arrivez à identifier un petit peu les profils les plus récalcitrants ? Non, j'aimerais, mais c'est difficile. Je pense qu'on a la chance, peut-être que je suis trop utopiste, mais j'ai l'impression au sein de notre groupe qu'on est quand même dans un groupe de santé naturelle dont l'objectif depuis 45 ans, c'est de proposer des produits de soins issus de la nature. Donc je pense qu'il y a un ADN qui est fort de la part des collaborateurs autour de nos produits. Donc c'est rare quand même de trouver des personnes qui sont totalement récalcitrants. Après, il y a des degrés d'implication où là, je pense qu'on a encore une marche à avancer pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive à sensibiliser tout le monde de la même manière. Et non, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a une sensibilisation au sein d'AVEA qui est peut-être plus évidente qu'au sein du groupe Liebo ou Cavac. On va voir ça ensemble, messieurs, maintenant. Comment ça se passe, cette conscience que tout évolue, qu'il faut se lancer dans des projets qui sont parfois ambitieux? On va le détailler ensemble. Pour rester leader de la fenêtre et de la façade en France, cette conscience, elle est aiguë au sein du groupe Liebo également, Bruno Léger. Oui, alors nous, on a au sein du groupe Liebo, alors le groupe Liebo, ce sont des fenêtres. Rien à voir avec les compléments. C'est la marque Kaline. Voilà, c'est un groupe international, on emploie 4000 personnes, dont 2000 en Vendée. Voilà, et donc nous, on a un projet Planète qui est en 5 priorités. Le premier, c'est de décarboner. On va beaucoup parler, je pense, de décarboner les matériaux de construction. Le deuxième, c'est de produire de l'énergie. Nous en produisons sur les toits de nos usines, sur les parkings de nos usines et aussi sur les espaces de stockage de fenêtres. Le troisième, c'est de récupérer nos emballages. Les fenêtres, on les emballe beaucoup pour les transporter. Et c'est beaucoup d'emballages qui aujourd'hui sont jetés, tout simplement. On a beaucoup de mal à réutiliser. Donc là, on a un très gros programme pour ramener nos emballages et les réutiliser. Le quatrième, c'est d'éco-concevoir, c'est l'éco-conception de nos produits. Donc là, les nouveaux produits, on baisse le poids carbone des produits. Et le cinquième, c'est la récupération des fenêtres de fin de vie qui, là encore, sont pas souvent retraitées, recyclées et deviennent de nouvelles fenêtres. Voilà, donc voilà le programme en 5 points. C'est considérable comme chantier. Voilà, alors je pense qu'on voulait aussi parler, puisqu'on est là pour parler de transition, on voulait parler sur la décarbonation, puisque l'aluminium est un matériau qui, pour sa première fabrication, est un matériau qui est très carboné. Et donc, il s'agit comment dire, donc c'est pas terrible pour l'avenir. Vous avez aussi des projets de décarbonation. Et donc, nous, on a un énorme projet en Vendée, dans le sud Vendée, qui consiste à produire de l'aluminium bas carbone. C'est une fonderie, et cette fonderie va produire de l'aluminium à partir de chutes d'aluminium. Et comme c'est à partir de chutes qui ont déjà vécu, c'est de l'aluminium bas carbone. Voilà, donc là, on a eu un gros coup de pied aux fesses, c'est la réglementation RE 2020, puisqu'avant, on parlait dans le bâtiment de performance thermique, acoustique. On a oublié tout ça, on considère que c'est bien, qu'on y est, mais on ne parle que de décarbonation, de baisser le poids carbone de nos produits. C'est devenu l'alpha et l'oméga de toutes nos actions dans le bâtiment. Et donc, nous, en l'occurrence, c'est cet investissement de 42 millions d'euros dans le sud Vendée. On est voisins, on fabrique des produits décarbonés pour le bâtiment. Donc, nous, la fonderie qui est en train de se terminer et qui démarrera au printemps prochain. Voilà, donc c'est évidemment Alors nous, on est des fabricants de fenêtres. On est allé en amont, on est devenu extrudeur de profilés il y a 3-4 ans. Alors c'est pas en Vendée, c'est en Rhône-Alpes. On a aussi d'autres usines en Rhône-Alpes. Et là, donc, on monte encore un cran dans la production d'aluminium.
mais c'est peu de dire qu'on sort complètement de nos zones de compétences, de nos zones de confort, on n'en parle même pas. On est dans des métiers qu'on n'aurait jamais imaginé intégrer, et on le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce que demain, soit les matériaux seront décarbonés ou ils n'existeront plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette grande aventure, et je peux vous dire que je soufflerai le jour où ça produira. Donc c'est à Saint-Hermine, pour être tout à fait précis. Est-ce que ça veut dire que sans cette réglementation, vous ne vous seriez pas lancé dans ce chantier? C'est une très bonne question. On a un projet Planète qui est volontaire, de produire de l'énergie, de tout ça c'est totalement volontaire. Hein. Il n'y a pas de règlement. Si, il y a des réglementations qui commencent à nous obliger, mais en tout cas, on y est allé avant. Alors, la RE 2020, c'est vrai que ça nous a obligés. Alors, RE 2020, c'est réglementation environnementale, thermique environnementale, qui a été mise en place en 2022. C'est vrai que ça nous oblige à bouger. C'est un tout. On est volontaire sur des tas de choses, et la réglementation en France, elle est faite intelligemment. Hein. Je dis toujours qu'il y a des réglementations intelligentes, surtout dans le bâtiment, et c'est vrai que c'est un aiguillon formidable. Je l'ai dit dans des tas de... J'étais président du syndicat à la Fédération française du bâtiment, donc j'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup là-dessus, sur le fait que le bâtiment vit une énorme révolution et que ça nous pousse à agir très fort. Donc finalement, vous subissez, mais vous voyez aussi les aspects positifs et qu'impliquent ces réglementations, ces nouveaux textes. Ah ben oui. Non, mais ça c'est sûr que ça... Alors, si on raisonne aussi entreprise, ça va nous donner un avantage concurrentiel. Donc il faut se démarquer. Bien sûr. Là, nous, l'aluminium, Kaline, c'est notre matériau principal. Demain, il sera décarboné. C'est sûr que ça va nous donner un avantage concurrentiel important. Voilà, donc c'est un mélange de volontarisme, de prise de risque énorme. Je répète, on sort totalement de nos zones de compétences. Donc on est allé chercher des compétences qui existent au niveau mondial, qui n'existent pas en France. Parce que je ne l'ai pas dit, ce qu'on va faire, ça n'existe pas en France. Voilà, une fonderie bas carbone, ça n'existe pas en France. Un site où vous aurez les tris des matériaux et la production d'aluminium, la fonderie, ça n'existe pas, même en Europe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Il a fallu aller chercher les expertises pour être capable de faire ça. Et voilà, donc c'est une grosse prise de risque. Mais c'est un ensemble de convictions, c'est un ensemble de réglementations. C'est aussi un ensemble d'actionnaires familiales vendéens qui sait prendre des risques et qui suit les idées des directeurs généraux et des directeurs et des opérationnels. Parce que la famille Liébaud a suivi 42 millions, voilà, la famille Liébaud a suivi, et donc nous suit dans nos rêves et dans nos délires peut-être, en tout cas dans nos volontés très ambitieuses d'aller innover et d'aller créer ce qui n'existe pas. Autre chose aussi que je n'ai pas dit, c'est que tous les déchets d'aluminium aujourd'hui du bâtiment, ils sortent de France, puisqu'il n'y a pas de fonderie en France pour les traiter. Donc on aide la France à garder ces déchets qui deviennent une nouvelle matière première. Voilà, donc c'est extrêmement vertueux. C'est pour ça d'ailleurs que l'État nous a aidés. Dans le cadre du projet France 2030, l'État nous a accordé une subvention assez significative pour nous aider à bâtir ce projet. Et à partir de quel moment, quels seront les indicateurs qui vous diront si c'est une réussite? Ah ben, quand ça fonctionnera déjà, quand ça tournera, quand ça produira de l'aluminium, quand l'aluminium sera coulé et que les billettes sortiront. On fait des billets de 8 pouces et de 7,50 m de long. Voilà, c'est le but de cette usine. Voilà. Et puis après, quand on aura... Alors, il y a un gros enjeu qui est de trouver la matière première. Donc, il faut qu'on ait les contrats. On les a, mais pour démarrer, mais il va falloir monter en puissance. Voilà, donc, il y a plein d'enjeux pour trouver la matière première, trouver les déchets, trouver le déchet auprès des sociétés de gestion des déchets. Et puis après, de produire cet aluminium, d'atteindre nos objectifs de poids carbone, et d'en faire un argument commercial majeur. Alors, vous avez commencé à en parler. Jacques Bourget, vous, quasiment en voisin, hein, c'est ce qu'on disait juste avant le début de cette table ronde. Il y a également un nouveau site que vous avez inauguré il y a très peu de temps, qui est aussi tourné vers le développement durable, vers la réutilisation. On va en dire quelques mots maintenant. Et on développera après, puisqu'on fait presque deux tables rondes en une, là, puisque le sujet suivant, ce sera justement l'innovation. Quelques mots quand même sur ce nouveau site donc, que vous venez de lancer à Saint-Hermine. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bruno a investi 40 millions à Saint-Hermine, nous on vient d'investir 27 millions, hein, à 500 mètres, on est à 500 mètres l'un de l'autre. Donc bon, la vocation du groupe Cavac est avant tout quand même agroalimentaire, on est plus coloré de la fourche à la fourchette que du champ au chantier.
Il n'empêche quand même qu'on a maintenant une activité un peu plus axée bâtiment, hein, puisque nous sommes sur les produits d'isolation. Alors à la base, quand même, le groupe Cavac, c'est 1800 salariés, 1,4 milliard de chiffre d'affaires, et essentiellement centré quand même sur les activités agricoles, c'est notre cœur de métier, et agroalimentaire. Donc, bon, après... Donc, oui. on a dit qu'on développerait cette oui, alors, je peux parler de biofibre-isolation, mais j'en parlerai peut-être davantage sous l'angle de l'innovation. Exactement. En revanche, je peux parler RSE, peut-être, éventuellement. Voilà, parce qu'on vous a trouvé aussi des points communs avec la première intervention, avec le groupe AVA. Aussi, oui. Alors, la RSE, chez nous, comme on est au carrefour, évidemment, de l'agricole, on l'analyse sous deux angles. Le premier angle, c'est le corporate. On l'a même baptisé chacun, chaque jour, parce que c'est l'art de mobiliser les salariés au jour le jour dans les bons comportements, etc., dans la vie de l'entreprise. Et puis, évidemment, on va dans la production d'énergie, en autoconsommation, etc. Bref, rien de très original, mais bon, il y a tout ce volet, évidemment, je dirais, corporate. Et puis, bien évidemment, on a un rôle majeur à tenir auprès des agriculteurs, puisque les agriculteurs sont nos sociétaires, mais on les accompagne quand même tous les jours, eux aussi. Et c'est vrai que quand on parle de carbone, de développement durable, l'agriculture est quand même à la base pas de tout, mais de presque tout, hein. Il y a un enjeu énorme de diminution des émissions, d'augmentation du stockage carbone. Donc, à ce niveau-là, effectivement, et ça rejoint, puisque le groupe... j'arrive pas, je suis toujours sur Pont-Roi, moi. C'est AVA, donc utilise beaucoup de plantes. Bon, nous, évidemment, on a un gros travail à conduire auprès des agriculteurs, et c'est là qu'on a initié, ou on développe une politique au travers de l'agriculture régénérative. On est déjà un groupe très impliqué dans l'agriculture bio. Mais on sait aussi que la bio est quand même très élitiste, hein, puisque les contraintes font qu'on arrive quand même à des positionnements prix relativement élitistes. Et l'objectif, c'est d'embarquer un maximum d'agriculture dans des démarches globales, qui ne soient pas juste des démarches produits, label rouge pour une verticale, mais vraiment des démarches globales. Et l'agriculture régénérative place le sol au centre de tout. Le sol, c'est le garde-manger. Le carbone, c'est le carburant, la matière organique. Et donc, tout ce qui peut contribuer à améliorer la qualité des sols, améliore la résilience des sols et permet évidemment un stockage de carbone augmenté avec des couvertures de sol, etc. Donc, il y a un gros travail d'accompagnement des agriculteurs, de formation que l'on conduit et donc qui participe pleinement à cette démarche RSE vue sous l'angle de nos mandants qui sont aussi nos clients, nos fournisseurs, voilà, nos actionnaires, les agriculteurs. Alors justement, cette démarche, comment elle est reçue, aperçue par les agriculteurs ? Elle est bien reçue et puis ils n'ont pas attendu après ça pour faire un gros travail, hein. Il faut, quand je dis ça, on part pas de trop loin quand même, hein. Mais évidemment, on est là sur des démarches de progrès parce qu'en agriculture, on est sur du temps long. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce que le grand public, souvent, a des postures très dogmatiques. Il faut arrêter ci, faire ça, etc. Tout le monde a une idée sur tout en agriculture. Mais en fait, on est quand même sur du temps long. Le travail du sol, notamment, ça s'inscrit vraiment sur le temps long. Donc, ça suppose du travail d'expérimentation à leur niveau aussi, parce que en plus, on n'a pas de toit sur la tête, hein. Les agriculteurs, il y en a dans la salle, n'ont pas de toit sur la tête. Il y a toujours l'aléa climatique. Donc, ça ne réussit pas à tous les coups. Donc, c'est un travail un peu itératif de tester des méthodes, mais c'est travailler le moins possible le sol, c'est couvrir le sol, enfin, c'est d'introduire également, et ça fera le lien avec la plante chanvre dont je vais parler sur la deuxième table ronde, c'est d'introduire aussi des plantes qui ont des vertus sur le plan du stockage du carbone, sur le plan écologique, sur le plan travail du sol, etc. Et le chanvre en fait partie, il n'y a pas que, mais les légumineuses, enfin, c'est tout un travail combinatoire en fait. Est-ce que vous avez des limites ? On parlait tout à l'heure, on évoquait les plants, les plantes. Tout ne pousse pas, par exemple, ici en Vendée. Vous ne pouvez pas tout avoir à portée de main. Ouais. Alors effectivement, on a vu des échanges avec chez AVA il y a quelques années pour essayer de voir si on ne pouvait pas produire des plantes pour vous. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas identifié de plantes avec un potentiel suffisamment important et rassurant quelque part pour... cela dit, on fait déjà beaucoup de choses, hein. Ça va des graines de chia, on ne mesure pas, hein, mais les graines de courge, le quinoa, enfin, on fait beaucoup plus de choses que du blé et du maïs, hein, sur la Vendée, hein. Mais on n'a pas encore pu travailler avec... mais ça viendra.
Alors je ne sais pas si c'est lié au réchauffement climatique, il ne faut peut-être pas quand même s'en réjouir trop vite, parce qu'on va peut-être pas se mettre à produire des plantes de Madagascar en Vendée, mais il n'empêche qu'il y aura peut-être des choses à faire. Bruno Léger, est-ce qu'il y a des limites aussi dans votre secteur et dans ce développement, dans cette réflexion l'usine que vous venez de construire, qui se construit à Saint-Hermine, on a l'impression que ça ouvre des perspectives et ça donne de nouveaux projets. Est-ce que néanmoins vous avez déterminé des chantiers sur lesquels vous ne pourriez pas aller ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Vous n'avez pas de limite. Quand vous parlez des chantiers, c'est des chantiers en interne ou des... Oui, parce en que interne. Nous, on vend des fenêtres pour faire des chantiers. Alors, Non, en interne, en développement, en RSE et en implication auprès soit de vos collaborateurs, soit auprès de vos clients. Est-ce qu'il y a des domaines ou des engagements que vous ne pouvez pas prendre ? Non, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses qui sont compliquées. Je prends un exemple de récupérer les emballages. C'est beaucoup de millions d'emballages. Récupérer tout ça, que les clients les trient, enfin même pas les trient, mais les positionnent dans un endroit qu'on leur donne, qui s'appelle un big bag, et qu'on les récupère, c'est compliqué. On se heurte à énormément de difficultés, tout simplement matérielles. Et puis ça coûte beaucoup d'argent. Mais à la limite, ça, on est prêt à le faire. Mais il y a plein de difficultés matérielles. Donc oui, les choses sont compliquées. Il y a une autre révolution dans le bâtiment, c'est, alors le jargon, c'est la REP PMCB, responsabilité élargie du producteur pour les matériaux et produits de construction du bâtiment. C'est la loi AGEC, c'est une révolution. On va essayer de récupérer tous les matériaux de déconstruction pour les recycler, les réutiliser. Bon, c'est ce qu'on va faire, nous, avec l'aluminium. Mais ça se fait dans tous les matériaux. Mais là, on se heurte, mais c'est 10 ans, 20 ans de difficultés. Parce qu'il faut convaincre tous les artisans de changer complètement leur pratique et de récupérer ces matériaux. Donc, je crois que c'est au-delà, c'est plus que des limites, c'est des difficultés opérationnelles et aussi des difficultés comportementales. Il faut vraiment changer tous les comportements. Je parle de ce 5e objectif qui est le nôtre, qui est de récupérer les fenêtres de fin de vie. Dans le cadre de cette REP PMCB, ça s'appelle comme ça, il y a vraiment... et ça va prendre du temps. Et pourtant, on sent bien que les modalités changent, parce que même les artisans du bâtiment, dont on pourrait penser qu'ils sont traditionnels, eh bien, les jeunes disent, on ne peut plus continuer à faire ce qu'on a fait. Il va bien falloir qu'on change. Tout ce qu'on déconstruit, qui aujourd'hui part dans plein d'endroits, pas forcément bien sous tout rapport, eh bien, il va falloir que tout ça soit fait professionnellement et démantelé professionnellement et réutilisé professionnellement. Donc, c'est plus que des limites, c'est des difficultés opérationnelles et comportementales, parce que c'est des bouleversements. Le temps long n'est pas réservé au secteur agricole. Ah oui, vous avez raison. Oui. Non, mais c'est ça, c'est ce que vous nous dites. Ça prend du temps de changer des mentalités, quel que soit le secteur, c'est un de finalement. mes thèmes de prédilection. Le temps long, c'est ce qui fait le succès des entreprises. Nous sommes d'accord. Nous, on a fait une certaine croissance, l'entreprise Scalaine, le groupe Liebo. Ça ne s'est pas fait en 1 an, ça s'est fait en 20 ans. Et il faut le temps long, bien sûr, pour développer des politiques de ce genre-là et innover, et développer. Il faut beaucoup de temps, bien sûr. Morgane, oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Je voulais juste confirmer qu'effectivement, le comportement des artisans, ça prend aussi du temps, puisqu'on y a été confronté par rapport au deuxième dossier dont je parlerai concernant les produits d'isolation naturels, de passer d'une laine de verre à une laine naturelle. Ça ne se fait pas comme ça en claquant. Alors, celui qui y a goûté, il n'y a pas de problème. Mais par contre, de passer le cap, il faut effectivement du temps. Du temps. Il n'y a pas que dans les agriculteurs. Il faut du temps. Morgane, j'aurais aimé qu'on aborde en quelques mots ce consortium donc, dans lequel AVEA est et travaille depuis quelques temps. Ça s'appelle le Green Impact Index, le G2I. C'est le seul moment de la soirée où je parle en anglais. Donner quelques explications sur ce consortium. En fait, on s'est rendu compte... Bruno Léger disait que parfois il y a des réglementations qui sont positives et qui nous poussent. Nous, effectivement, on a eu la loi AGEC, cette fameuse loi aussi, qui nous a invités à réfléchir à comment informer de l'impact environnemental de nos produits auprès des consommateurs. Et ils nous ont vivement dirigés et conseillés de nous orienter vers un éco-score. Bon, nous, on se retrouve en tout cas face à cette réglementation-là. On nous dit, à partir de 2028, affichage environnemental obligatoire. Bon, très bien, mais par où on commence ? Et on a commencé à réfléchir un petit peu, nous, de notre côté, à comment
comment on calculerait l'impact environnemental de nos produits, qui est un vaste sujet quand on commence à se demander vraiment par quel bout commencer. Et on s'est rendu compte, en fait, avec nos pairs, d'autres acteurs du secteur du complément alimentaire et de l'hygiène, qu'on était hyper nombreux à réfléchir chacun de notre côté au même sujet. Et surtout qu'il y en avait certains qui avaient super bien avancé, ou en tout cas qui avaient déjà initié des grosses réflexions sur le projet, et qui étaient hyper ouverts à l'idée de mettre leurs réflexions en commun, partager nos avancées, et surtout permettre, parce que c'est quand même ça qui nous a guidés dans un premier temps aussi, mais permettre d'offrir à nos consommateurs un affichage environnemental unique, ou en tout cas le plus unifié au maximum d'entreprises. Parce qu'on s'est dit, si un consommateur il voit différents affichages environnementaux sur nos produits, il n'y en a aucun qui va nous prendre au sérieux. Donc le travail qu'on va faire, il va peut-être être un peu décrédibilisé. Si jamais on s'unit tous ensemble et qu'on arrive à avoir un seul et unique affichage environnemental, peut-être que ça va lui donner encore plus de poids. Quelque chose qui ressemblerait au Nutri-Score ou pas du tout? Oui, c'est vraiment dans l'affichage qu'on a réfléchi dans le cadre du G2I, c'est clairement dans la même logique, des notes qui vont de A à E, avec la prise en compte de tous les impacts, ou en tout cas avec un maximum d'impact de nos produits. Donc le G2I, juste hyper rapidement, c'est le regroupement de 15 acteurs autour vraiment des réflexions initialement portées par le groupe Pierre Fabre. Qu'on a retravaillé tous ensemble pour qu'ils soient adaptés à l'intégralité des produits des membres fondateurs. Concrètement, la matrice d'évaluation qui a été développée dans le cadre du G2I, elle repose sur 5 piliers. Le premier, c'est comment on vient évaluer l'empreinte environnementale et sociale de la fabrication de nos produits. Et donc, dedans, on va prendre en compte des critères liés à est-ce que l'usine de fabrication a des certifications, est-ce que l'usine de fabrication du produit fini, mais aussi de la matière première, a des certifications, dans quel pays le produit a été fabriqué, et auquel cas on vient lui apposer une note qu'on appelle SPI. C'est un peu le EPI, c'est la note environnementale du produit. Et en fait, sur ces critères de fabrication, on vient lui donner une note sur 100 qu'on va venir pondérer aux autres piliers. L'autre pilier, donc, c'est le packaging. Pour chaque produit qu'on va venir analyser de notre portefeuille, on va venir faire une analyse de cycle de vie. Donc, c'est un projet extrêmement long, méticuleux, qu'on veut vraiment penser au regard de chaque produit qu'on met sur le marché. Donc un produit, si je prends un produit de notre portefeuille, par exemple Biolan, qu'on va vendre en 250 millilitres ou en 500 millilitres, alors effectivement c'est la même formulation, mais l'emballage n'est pas le même, donc l'analyse de cycle de vie ne va pas être la même. Donc on va vraiment essayer de le penser au regard de chaque produit fini. On va faire aussi le bilan carbone du transport du produit fini, donc des matières premières, mais aussi dans le cadre de sa fabrication, de sa distribution, pardon. Et puis on va aussi prendre en compte l'impact social. C'était important dans le cadre du G2J de ne pas uniquement s'arrêter à l'aspect environnemental, mais plutôt regarder de manière extrêmement globale l'impact du produit. On était tous assez alignés autour de la table pour se dire aujourd'hui, les préoccupations de nos consommateurs, c'est les sujets environnementaux, mais on a de fortes convictions à penser que demain, l'environnemental va être la norme, en tout cas la transparence sur les sujets environnementaux va être la norme, et que demain on va nous demander mais comment est produite la matière, qui l'a produite, est-ce que vous avez fait travailler des enfants sur, est-ce que la matière a impliqué le respect des droits de l'homme, etc. Et donc on a intégré aussi des critères qui intègrent des sujets sociétaux. Et le troisième aussi, le cinquième pilier, c'est sur la formulation. On vient calculer le taux de naturalité de nos produits. Alors nous, ça nous parle parce qu'on est des produits de santé naturelle, donc la naturalité a un fort impact sur nos produits. Mais l'idée, c'est on vient donner un taux de naturalité minimum à respecter pour l'intégralité des produits. Mais aussi, on vient calculer, notamment
pour des produits cosmétiques, et c'est un vrai sujet, l'écotoxicité et la biodégradabilité de nos formules. C'est-à-dire, quand je vais utiliser mon shampoing sous la douche et que la formule va venir couler dans la douche et rejoindre les égouts, après, généralement, ça finit dans les eaux et ça rejoint soit des rivières, soit des océans. Et on a envie d'avoir à cœur, d'avoir de la visibilité sur quel impact le résidu et les micro-déchets de nos formulations quel impact ont-ils sur la faune et la flore dans lequel nos déchets de formulation sont déversés. Et à quelle échéance on va pouvoir voir ça, cette échelle, donc, sur vos produits ? Alors, c'est des algorithmes, enfin, c'est des méthodes d'évaluation extrêmement scientifiques et c'est normé par des normes ISO, je ne saurais plus dire laquelle, mais l'idée, c'est que au premier traitement de la formulation, l'objectif, c'est qu'il soit biodégradable à 85%. Ce que je voulais dire, c'est à partir de quel moment on va pouvoir, nous, consommateurs, découvrir cette échelle ? Je comprends mieux la question. Pour l'instant, on n'avait pas envie de se donner un calendrier. On pensait aller beaucoup plus vite sur la récolte de données. Qui a été en fait un travail extrêmement long d'aller récupérer les données de tous nos fournisseurs. Donc on a revu un peu nos attentes à la baisse. Pour l'instant, on y va étape par étape. Donc le calendrier que je peux vous donner aujourd'hui, c'est on s'est donné comme objectif fin 2024 avoir l'évaluation en interne, avoir évalué 100% de nos portefeuilles en interne. C'est demain. Oui, absolument. Oui. C'est bien d'avoir des bons objectifs. On est à 70%. Donc, on a déjà bien avancé. On a, pour 2025, l'objectif, c'est d'être vraiment dans une démarche d'amélioration de nos notes et là, vraiment, c'est pas encore statué, mais notre objectif, déjà, c'est de respecter la législation, d'être sur les produits de cosmétiques et avoir un affichage des produits début 2026. Et on aimerait bien, effectivement, qu'il soit applicable à l'ensemble de notre portefeuille produits, donc compléments alimentaires et cosmétiques. Mais c'est un vaste sujet. Oui, j'ai l'impression, et ça suscite de l'intérêt. Je ne vais pas faire les questions à la place de Caroline. Mais la notation en question, en fait, vous êtes... combien d'entreprises à l'avoir retenu? Parce que je prends par exemple les cosmétiques, par exemple. Je ne sais pas, un groupe comme L'Oréal, par exemple, est-ce qu'il va adopter la même note que vous ou pas? Parce que le risque quand même est grand de voir au final encore se multiplier des signes différents, enfin des notations différentes qui font qu'au final le consommateur finit par se perdre. Complètement. Et c'est le risque. Alors vous avez donné un nom, on aimerait bien qu'il rentre dans notre consortium. L'Oréal s'est rapproché d'autres acteurs qui sont peut-être un peu plus similaires en termes de taille. Ils ont réfléchi sur une approche hyper intéressante mais assez différente de la nôtre. En gros, on est assez réaliste sur le fait que les pouvoirs publics vont peut-être venir statuer sur soit, si je vulgarise, soit notre éco-score, soit celui de L'Oréal. Il le faudrait. Et il le faudrait pour venir éclairer. Ça permettrait un peu, dans la même logique que la CSRD, d'avoir une comparabilité beaucoup plus claire et transparente. Eh bien, merci à tous les trois. Avant de véritablement terminer et de passer aux questions, j'ai proposé à Sylvie Bonello de nous rejoindre, donc déléguée générale de la Fondation MMA. Monter les escaliers sans applaudissements, ça doit être abominable. Je vous ai fait un comité d'accueil, vous avez vu ? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que vous avez retenu Alors, j'ai retenu beaucoup de choses super intéressantes, vraiment. Je vais résumer, vous allez me dire s'il manque rien. Pour moi, la première chose que j'ai retenue, c'est l'innovation. Il faut innover et il faut oser se tromper. Du test and learn, il faut y aller, voilà, faut oser. Mais pour oser, pour innover, il faut trouver les compétences là où elles sont. En France ou à l'étranger, mais il faut y aller. Donc, il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Il faut aussi accompagner le changement sur toute la chaîne de valeur, que ce soit en interne ou en externe. Il faut que tout le monde soit embarqué dans le projet. Donc, l'accompagnement au changement est un vrai sujet. Et en interne,
on peut par exemple envisager de créer des ambassadeurs qu'il faut mettre en valeur parce que c'est une mission, ça prend du temps et donc il faut le reconnaître comme étant une mission à part entière et non pas un petit job qu'on fait à la pause café. Donc c'est important. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais c'est moi qui le dis. Il faut laisser du temps aussi. Alors, on n'en a pas forcément beaucoup sur tous les sujets parce que l'échéance arrive rapidement, mais quand même, l'innovation, le test and learn, ça demande du temps, donc il faut laisser du temps. J'ai retenu aussi qu'il faut savoir exploiter la réglementation. On nous reproche beaucoup d'avoir beaucoup de réglementation en France et en Europe, mais elle peut être utile à l'innovation et aux enjeux climatiques, à relever les enjeux climatiques. En tout cas, faut l'utiliser. Et il faut utiliser aussi les moyens qu'apporte France 2030. Et là, je me tourne vers la CCI. La CCI est bien entendu un super acteur qui peut relayer et donner tous les outils possibles que France 2030 propose. J'ai relevé que tout ça, fallait le faire, bien entendu. Fallait aussi piloter l'impact, mesurer l'impact, avoir un projet, changer, transition, c'est plus qu'une transition, c'est une transformation. On est vraiment dans la phase transformation. Il faut calculer l'impact. Et j'en profite, je rebondis tout de suite parce que la Fondation MEMA des entrepreneurs du futur, on fait beaucoup de choses et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on accompagne certains organismes de recherche autour de l'entrepreneuriat et autour de ce sujet durabilité. Et on accompagne notamment un organisme qui s'appelle Impact Tank, dont la mission unique est de créer des référentiels de calcul d'impact. Donc je vous donnerai les coordonnées parce que je pense que c'est très puissant. C'est un organisme très puissant, très agile et qui donc est en train de créer par branche d'activité des référentiels de calcul d'impact. Donc ça pourrait vous être utile. Voilà. Ça n'a pas été dit, mais je pense que c'est important parce qu'on parle à des entrepreneurs ce soir. C'est que tout ça, ça ne peut se faire que si l'envie, si l'impulsion vient de la gouvernance, vient d'en haut. C'est important qu'il y ait ce cap, qu'il y ait cette envie, vraiment cette conviction qui vient de vous, les chefs d'entreprise, qu'il faut changer les choses, qu'il faut bouger, qu'il faut aller vers cette transformation pour qu'après, ça se mette en œuvre en interne. C'est évident, mais c'est mieux en le disant. Voilà. Et au final, je conclurai sur l'importance de la force du collectif dans toute cette aventure. Mais justement, peut-être vous, en quelques mots, expliquer comment vous pouvez accompagner les chefs d'entreprise qui sont dans la salle. Oui. Alors, je vous le disais, on accompagne, alors pas directement les chefs d'entreprise. Notre mission, c'est de contribuer à la dynamique entrepreneuriale dans les territoires. Et en fait, on le fait en accompagnant des chambres consulaires, en accompagnant des réseaux tels que le MEDEF qui, eux, c'est leur quotidien, en fait, d'être à votre contact et de vous permettre de vous tenir au courant de toutes les mutations en cours, de vous apporter de l'information, de créer des moments d'échange aussi qui peuvent casser votre solitude de chef d'entreprise. Donc, on est là pour être des facilitateurs dans l'écosystème, pour faire en sorte que tous ces moments, toutes ces rencontres puissent se faire. Donc, c'est une partie événementielle, on va l'appeler comme ça, voilà. Donc, on aura fait à peu près, par exemple, cette année, un peu moins de 60 événements, France entière, pour aller à la rencontre des entrepreneurs. Mais c'est aussi, comme je vous le disais, du mécénat auprès d'organismes qui vont vous aider, vous, indirectement, à changer les choses, voilà, à changer le monde. Voilà. On va terminer là-dessus, changer le monde. Merci Sylvie. Bonsoir. On va passer à la partie questions maintenant. On va prendre quelques petites minutes si vous avez des questions à l'un de nos témoins. Il suffit de lever la main. Oui, ça va le faire. Je ne vais pas vous la faire, vous savez, c'est la première question, toujours la plus compliquée. Voilà, ça c'est dit. Ou alors ça veut dire que tout a été abordé. Ah, merci. Merci pour ces témoignages estomacants, si je puis me permettre. Et j'ai en tête, en tant qu'ancien DRH de fonderie, la question pour le groupe Liebo. Vous avez poussé très loin quand même l'excellence dans cette future fonderie. Est-ce que c'est même jusqu'à réfléchir à
la partie énergie. Je prends un exemple, est-ce que ça peut être par exemple de l'électricité d'éoliennes vendéennes, pourquoi pas de l'hydrogène bio-vendéen ou du biogaz vendéen, voilà. Est-ce que ça sera par étapes, mais est-ce que vous imaginez que ça peut aller aussi loin que ça? Alors, nous en avons parlé avec le président Leboeuf, voilà, dans son bureau, il y a une année, je crois. Alors, pour tout vous dire, pour démarrer, on va démarrer classiquement. Parce qu'il s'est aussi passé que pendant le projet, tout s'est inflaté, surtout l'acier, il y a beaucoup d'acier, et on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, je vous le dis franchement, tout de suite. Alors, tous les brûleurs, il y a plusieurs fours, hein, four de fonderie et le four de maintien, sont hydrogène ready. Ils pourront fonctionner à l'hydrogène si un jour on peut mettre de l'hydrogène. Bon. Et aussi, on avait prévu autre chose, c'est que dans une fonderie, si vous avez travaillé dans une fonderie, on dégage énormément de chaleur, que ce soit pour délaquer les produits, que ce soit pour fondre, que ce soit aussi... Il y a d'autres fours qu'on appelle les fours d'homogénéisation. Et avec cette chaleur, on peut produire de l'électricité. Avec ce qu'on appelle un ORC, le système Rankine, ça coûte des millions. Et voilà typiquement quelque chose qu'on ne peut pas faire au début, qu'on avait prévu de faire et qu'on fera plus tard. Voilà, donc, oui, pour l'hydrogène, si un jour on peut avoir de l'hydrogène, on a fait en sorte que ce soit possible, et surtout on a fait en sorte de produire notre électricité. Et le système ORC dont je parle peut produire la moitié de l'électricité dont on a besoin. C'est quelque chose de très significatif. Et ça permet de récupérer cette chaleur qu'on appelle la chaleur fatale, que sinon on va relâcher. Voilà. Mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que les millions se sont inflatés. Il a fallu faire des choix, comme dans tout projet. Et à propos d'économie circulaire, nous n'excluons pas non plus d'utiliser justement une partie de la chaleur de la société Liebo pour justement ensuite pouvoir alimenter nos propres besoins en énergie sur l'usine à côté. Bon, il y a aussi des réflexions qui se font en local qui n'ont pas encore abouti, mais voilà, on a aussi des projets. Ah, nous sommes voisins, oui. Pour l'instant, il n'y a que nous dans la zone. Ouais, oui. Ouais. Il y a un gros bâtiment qui se monte, mais c'est plus une plateforme de stockage, quoi, juste en face de chez vous.